Bonjour à tous, on est aujourd'hui pour une vingtaine de minutes pour un talk sur la sécurisation des déploiements de l'IA avec les environnements confidentiels. Je vais commencer par cadrer le sujet parce que globalement, le sujet de la sécurité IA est un sujet dont on est tous conscients de l'existence, au moins de manière vague et diffuse, et qui a plein de sous-catégories et de sous-sujets. Donc je pense que c'est vraiment important de savoir de quoi on parle avant de vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec les enclaves en termes d'IA confidentielle. Aujourd'hui, peut-être le cas le plus illustratif et qui est arrivé assez tôt dans l'utilisation de ChatGPT, c'est le fameux cas du leakage de données propriétaires de Samsung en 2022. Donc, pour commencer par cet exemple, on a des employés de Samsung qui ont voulu, au début, au moment où l'adoption de ChatGPT a commencé à être massive en 2022, utiliser la solution pour les aider dans des spécifications techniques. Et ils se sont retrouvés quelques temps plus tard à être informés par ChatGPT que leurs données propriétaires avaient été exposées à un tiers. En fait, il y a un utilisateur extérieur à Samsung qui est venu se retrouver avec ChatGPT qui a récité les spécifications que l'équipe Samsung technique leur avait envoyées à la suite d'un prompt d'un utilisateur. Ce n'est pas un utilisateur malicieux, c'est juste le modèle d'IA, enfin les LLM ont comme caractéristique, entre autres, d'apprendre par cœur jusqu'à 1% du jeu de données et de le recracher par cœur. En fait, ce cas, qui vraiment correspond un peu au classique de ce qui peut arriver, enfin, pas de pire, mais de plus évident avec un LLM, on peut le décomposer assez facilement. On va prendre un exemple très simple de je suis une banque et je veux utiliser un modèle d'IA dans le cloud. Donc, le fournisseur de modèle d'IA va commencer par me provisionner un modèle standard. Ensuite, je vais venir uploader mes données propriétaires pour fine-tuner le modèle et le préparer pour un usage particulier. Par exemple, ici, je vais l'utiliser comme conseiller virtuel bancaire en offrant la capacité à mes clients de requêter le modèle pour avoir des questions, des réponses personnalisées de conseils de finance. C'est un exemple simpliste, juste pour illustrer deux risques différents qu'on retrouve sur l'exemple Samsung que j'ai cité plus tôt. On a déjà la problématique de l'input privacy, c'est-à-dire comment est-ce que la donnée que j'envoie à cette IA hébergée dans un SaaS, je sais qu'elle va rester confidentielle, qu'elle va rester protégée, qu'elle ne va pas être utilisée soit par le fournisseur d'IA pour entraîner son modèle, soit qu'elle ne va pas l'ixer parce que le fournisseur d'IA est compromis. Ça, c'est en fait un élément qu'on retrouve sur tous les SaaS qu'on utilise au quotidien. On a toujours ce problème de comment je fais confiance à ce SaaS provider extérieur avec ce qu'il fait de mes données. Le problème des LLM, et de l'IA au sens large, mais des LLM particulièrement, les large language models comme ChatGPT, c'est la partie output privacy. C'est-à-dire que vous allez avoir un modèle qui apprend par cœur des données et qui, du coup, si on le requête avec un certain prompt, va pouvoir nous ressortir des données apprises par cœur. Je ne sais pas si vous avez pu jouer avec Gandalf de Giscard, qui justement permettait aux utilisateurs, permet encore d'ailleurs, d'apprendre comme ça à faire des prompts qui permettent de faire raconter des choses à un modèle qu'il ne devrait pas raconter. Et l'une des choses que vous pouvez faire dire à un modèle, et c'était le cas de Samsung, c'est les données sur lesquelles il a été entraîné. Donc en fait, c'est deux risques ici que je distingue, mais qui sont les deux faces d'une même pièce. Si vous arrivez à protéger la donnée entrante pour vos utilisateurs, et que vous avez entraîné votre modèle sur des données ouvertes et clean, il n'y a pas de problème d'output privacy. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup moins, parce que vous n'avez plus de données confidentielles dans votre modèle. Et de même, si jamais vous arrivez à garantir à 100% qu'il n'y a aucune donnée sensible qui sort à aucun moment avec des techniques d'output privacy, vous pourriez imaginer qu'on peut envoyer n'importe quelle donnée dans un modèle. Je distingue bien les deux parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de faire l'un ou l'autre. Quand vous entendez parler de LLM Firewall, quand vous entendez parler de Differential Privacy, partout dans d'autres technologies IA que les LLM, il s'agit d'output privacy. C'est je vérifie que ce qui sort de mon modèle ne contient pas de données sensibles. Chez Mithril, on se concentre plutôt sur la partie input privacy. En fait, honnêtement, les deux sont nécessaires. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je lançais un LLM, je serais bien mal à l'aise de le faire sans avoir des certitudes sur ce qui sort comme données et ce qui sort comme réponse. Notamment, on n'a pas envie qu'un LLM sorte des réponses dangereuses ou malicieuses ou qui peuvent offenser certaines personnes. Mais nous, on a considéré chez Mithril que la manière la plus systématique de traiter le problème,
enfin, il faut le traiter de deux manières. C'était l'input privacy, parce qu'on peut y répondre avec des solutions techniques de sécurisation de l'environnement de l'IA, alors que l'output privacy demande toujours d'identifier au sein de ce qui sort du modèle quelles sont les données sensibles. Et en fait, une donnée qui est sensible dans un cas peut ne pas être aussi sensible dans l'autre. Pensez notamment aux données médicales. Savoir qu'une personne a telle corpulence, tel âge, etc., sans avoir son nom et son adresse, peut vous permettre de retrouver qui c'est. Je ne suis pas expert du sujet, mais voilà, c'était juste pour vous donner une distinction claire entre ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas. Nous, ici, on va vous parler d'input privacy. Donc, quand on parle de confidential AI chez Mithril, et c'est ce qu'on fait depuis le début de la création de notre startup Deep Tech française dédiée à l'open source pour faire de l'IA confidentielle, on parle toujours de cette input privacy d'IA qui vont protéger la confidentialité de cette donnée qu'on envoie vers le modèle. Donc voilà, aujourd'hui, on est une dizaine. Ça fait 3 ans qu'on existe. On a audité un premier produit qui n'était pas compatible avec les LLM, parce que ça marchait qu'avec les CPU il y a 2 ans par Quarks Lab. Je pense qu'on a été les premiers à proposer à la communauté open source en 2022 un serveur d'inférence d'IA confidentiel complètement open source. Et aujourd'hui, on travaille avec le Future of Life Institute, qui est un non-profit américain, enfin c'est une association américaine, une NGO, qui travaille beaucoup sur la data privacy. Et on est aussi en discussion avec OpenAI, qui s'intéresse beaucoup à ces technologies pour offrir plus de sécurité à ses clients. Au niveau de ce qu'on offre, donc nous, l'idée, c'est vraiment de permettre demain à un acteur comme OpenAI d'offrir des garanties de sécurité de type signal. Donc on va vraiment se protéger uniquement contre le fournisseur d'IA. C'est important de le préciser parce qu'en fait, nous, Mithril, on crée une stack logicielle au-dessus de modules de sécurité offerts par les cloud providers. Donc, on a d'autres acteurs de notre écosystème qu'on appelle le confidential computing qui prétendent qu'on peut se protéger avec les technologies comme les nôtres des cloud providers. Nous, on est un peu critique sur cette assertion parce que à la fin de la journée, même si effectivement la donnée est plus protégée du cloud provider que si vous l'envoyez en clair, vous utilisez quand même des technologies, que ce soit software ou hardware, de confiance au sens où vous leur faire confiance, la trust de votre stack se base là-dessus. Ces technologies sont fournies par ces cloud providers. Donc l'idée, c'est vraiment, demain, je suis Mistral et je veux déployer mon modèle en mode SaaS, en mode confidentiel. Je peux, grâce au brick Mithril, le faire. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment, enfin le cas d'usage, c'est vraiment de se dire pour des grands groupes industriels ou même pour la plupart des entreprises qui aujourd'hui sont inquiètes de ce que deviennent leur données dans le SaaS, de pouvoir un peu aligner le meilleur des deux mondes en se disant, bah, à la fois, j'ai mon IA provider qui gère tout, qui met à jour le modèle quand il faut et c'est complètement managé, et en même temps, j'ai des preuves cryptographiques de que devient ma donnée. Donc déjà au niveau compliance, c'est bien meilleur parce que, vraiment, je vais l'expliquer pourquoi après, mais je suis capable de dire, de démontrer que ma donnée n'a servi que à faire de l'inférence et rien d'autre, surtout pas de l'entraînement. Et je suis capable d'avoir des preuves de ce à quoi ma donnée est exposée. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça grâce à des enclaves. Donc s'il y a un concept partenaire de mon talk, c'est le concept d'enclave et d'environnement de confiance. C'est ce sur quoi se repose notre technologie. Nous, en fait, chez Mithril, on crée du software pour permettre de déployer des IA en mode confidentiel grâce à ces environnements. Ces environnements, ce sont des environnements protégés au sein duquel on va venir faire se rencontrer, on va venir exécuter du code sur une donnée. Le code et la donnée ne vont être déchiffrés qu'au sein de cet environnement. On va voir juste après comment ça marche. Mais vraiment, il y a cette idée de la donnée et le modèle sont chiffrés de bout en bout, exception sur l'environnement de confiance. Il faut bien distinguer cette technologie, par exemple, de la cryptographie homomorphe. La cryptographie homomorphe va venir à faire des calculs sur des données chiffrées, ce qui est beaucoup plus complexe, ce qui est beaucoup plus demandeur, ce qui a aussi des contraintes de performance qui sont énormes. Là, avec cette technologie-là, on est sur d'enclave, on est sur des performances qui sont très proches, voire égales aux performances nominales. Donc comment ça marche? Toutes les enclaves marchent de la même manière. Ici, moi, je vous en présente une qu'on a construite avec des VTPM, parce que, pour des raisons que je développerai après, mais ça marche toujours pareil. Vous avez deux piliers très forts sur une enclave. Il y a d'une part la confidentialité de la donnée. Le but, c'est de garder de la donnée confidentielle. Ça protège aussi le modèle, accessoirement, parce que vous pouvez l'envoyer pareil de manière confidentielle et après le décrypter qu'au sein du modèle. Ça peut servir dans certains cas. Donc vous avez la confidentialité de la donnée avec un environnement renforcé. Nous, ici, là, on est sur un environnement avec un OS minimal, pas d'accès externe, pas de log. Il y a d'autres enclaves, les enclaves de manière traditionnelle se construisent plutôt avec du hardware spécifique qui propose une isolation par le hardware.
Donc vous avez la confidentialité de la donnée et vous avez en face l'intégrité de code. C'est vraiment les deux qui sont les deux concepts à retenir. C'est je ne peux faire que ce que je dis, d'une part, la confidentialité de la donnée, et d'autre part, l'attestation, l'intégrité du code, c'est je dis et je démontre tout ce que je fais. Donc l'intégrité du code, c'est une capacité cryptographique à démontrer ce qui, dans cet environnement isolé, se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir avec des mesures de boot, ici avec un TPM, mesurer ce qui se passe dans l'environnement pour pouvoir démontrer cryptographiquement qu'il ne se passe que ce qui est attendu au sein de l'environnement isolé. Donc accessoirement, vous pouvez faire des enclaves avec différentes technologies de confidential computing et de trusted computing. Donc vous avez entendu parler des Intel SGX, c'est là-dessus qu'on a construit notre premier produit. C'est compatible qu'avec des CPU. Et récemment, Nvidia a fait beaucoup de bruit sur ces H100 qui sont compatibles avec le confidential computing. Nous, on trouve que c'est une approche qui est encore contraignante. On est en train d'adapter notre solution au H100 de Nvidia avec l'Opto Confidential Computing, mais nous on avait choisi dès l'année dernière, avant même que ces H100 sortent, de proposer une option de déploiement confidentiel pour les LLM qui se base pas sur du Confidential Computing, strictement parlé, mais sur des TPM, qui est une technologie que vous connaissez peut-être, en fait c'est la technologie qui sert notamment sur BitLocker. En fait, quand votre PC démarre, on mesure des valeurs sur le boot pour vérifier que la stack n'a pas été altérée. En fait, c'est ce qu'on utilise, nous, la même technologie sur nos enclaves pour vérifier qu'il y a bien ce qu'on attend dans l'enclave, à savoir seulement l'OS minimal qui est open source. C'est super important qu'il soit open source, parce que sinon, comment vous voulez vérifier qu'il y a bien ce qu'il faut dans l'environnement. Donc il y a bien notre OS minimal Mithril qui fait que de l'inférence et qui n'a rien d'autre autour. Donc voilà, vraiment, le concept clé des enclaves, c'est d'un côté la transparence. Donc on est open source chez Mithril, c'est pas que parce qu'on croit à l'open source, c'est aussi parce que nous on pense que dans notre produit, en fait, si on n'est pas open source, vous allez devoir nous faire confiance. Et ça nous paraît assez grave parce que le but c'est justement de retirer les acteurs de confiance de la boucle de vos process IA. Le build est structuré sur des normes SLSA et vous avez une vérification côté client du runtime, là aussi toujours cette logique de transparence. Donc la transparence d'un côté et l'isolation de l'autre. Donc avec les VTPM, nous on utilise l'isolation proposée par l'hyperviseur d'Azure. Une fois plus, on fait confiance au cloud provider. Et là-dessus, on a rajouté des policies très strictes d'isolation et on a évidemment enlevé tous les accès admin. Le but, c'est vraiment d'avoir une espèce de boîte noire, enfin, à la fois très transparente et très attestable, mais de boîte isolée dans laquelle va tourner le modèle et le fournisseur du modèle ne doit plus avoir accès à rien. C'est ça le fond de notre démarche. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, quand vous utilisez une API ou un SaaS d'IA, vous devez faire confiance à l'ensemble de la stack et surtout aux fournisseurs d'IA. Demain, avec notre solution, vous pouvez vérifier qu'est-ce qui a été fait au niveau de l'OS minimal et qu'est-ce qui est fait au niveau du serveur d'inférence. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez sur le côté client un client Python qui va du coup faire la vérification et s'assurer qu'on parle bien avec une enclave et envoyer les données. Et de l'autre côté, vous avez l'enclave. L'enclave, elle comprend deux choses principales. Déjà, on a tout ce qu'il faut pour lancer le modèle en lui-même. Donc avec la solution de déploiement et le modèle en lui-même, et d'autre part tout l'aspect attestation de l'enclave avec du coup une capacité de mesure du bot et la capacité d'attestation sur laquelle je vais revenir. Mais il faut vraiment se dire que une IA déployée en mode confidentiel avec notre technologie, c'est vraiment très similaire à de l'inférence non confidentielle. Le but, c'est vraiment d'avoir une stack qui se rapproche au maximum de ce qu'on fait en temps normal. C'est pas censé être beaucoup plus compliqué. En tout cas, c'est notre objectif que ce soit le plus simple possible et le plus proche possible de ce qu'aujourd'hui un ML engineer va mettre en production. C'est pour ça qu'au maximum, on essaie de porter des déploiements de des solutions de déploiement les plus classiques et qu'on a vraiment cette approche à essayer d'être compatible avec un maximum de GPU, justement en choisissant les TPM comme module de cryptographie, avec TPM qui sont aujourd'hui présents sur la plupart des serveurs en production. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail sur comment est-ce que ça marche techniquement, et après je vais vous laisser un instant pour des questions. Donc, en fait, je vous en parlais, le plus important sur une enclave, c'est l'attestation. Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre de vérifier que vous parlez bien avec une enclave.
L'enclave peut être aussi sécurisée, aussi isolée que vous voulez. L'attestation qui vous confirme que vous parlez bien avec une enclave sera vous ne pourrez jamais faire plus confiance à l'enclave que le niveau de confiance que vous avez en attestation. Donc comment ça se passe? Vous avez un serveur d'attestation qui va provisionner un Docker sur lequel il va préparer l'inférence du modèle et qui va générer un certificat grâce au TPM, qui du coup va mesurer l'état de la machine au moment où il a lancé ce modèle d'inférence. Il va transférer ce certificat au client, qui du coup va comparer ce certificat avec ce qu'il attend lui en termes de ce qu'il attend comme certificat pour une enclave dans laquelle il n'y a qu'un OS minimal Mithril avec dedans le modèle. Et donc si jamais c'est valide, il va établir un certificat, on appelle un certificat, il va établir un tunnel TLS avec du coup l'enclave, et à partir de là ça va fonctionner comme une inférence normale, c'est-à-dire qu'on a vérifié qu'on parle bien d'un environnement isolé qui contient que le modèle. Ensuite on travaille normalement avec un moteur d'IA. Je vous ai pas aujourd'hui mis une démo parce que franchement c'est pas très impressionnant. En fait vous avez juste un petit certificat qui dit ouais c'est ok, et ensuite c'est juste de l'inférence classique avec un modèle. C'est ce certificat qui vaut, qui nous permet d'avoir confiance en cette enclave. Vraiment, je vous incite à essayer, à regarder notre doc, qui normalement est assez clair. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup en termes de futur développement sur ce produit, sur comment le rendre plus utilisable. Donc, on a étendu la stack. De base, c'était compatible qu'avec des TPM, des VM sur Azure. Là, on va release en cette fin d'année une compatibilité GCP. On va aussi lancer la même solution, mais compatible avec les H100 de NVIDIA. Et notre objectif, c'est vraiment que cette solution vive. C'est vraiment que vous puissiez vous l'approprier, c'est vraiment que vous puissiez rejoindre le Discord et nous poser des questions. Parce que nous, on est convaincus que c'est vraiment seulement en ayant une solution transparente qui soit facile à utiliser par tous, qu'on peut aller vers un rehaussement du standard de l'IA confidentielle globalement. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Je viens de regarder vite fait le site du projet Blindiama. Il est marqué clairement que c'est encore au stade de développement, ne pas utiliser sur des données confidentielles encore. À quelle échéance, au niveau de la roadmap, ce sera utilisable? Honnêtement, c'est un peu un warning qu'on a mis parce qu'il y a différentes briques du projet. En fait, la version 1, moi aujourd'hui j'utiliserai en prod, on l'a plutôt mis parce qu'on n'a pas fait d'audit de cybersécurité. Et parce que, on l'a aussi mis parce qu'on se permet de changer des choses. Et bon, en gros, on a des gens aujourd'hui qui l'utilisent sur une version de prod qu'on licencie. C'est très proche de cette version open source, mais simplement la version open, on s'en sert pour faire des tests, on travaille dessus en permanence, et du coup elle n'est pas forcément aussi stable que la version qu'on licencie. C'est plutôt ça l'idée, et il y a aussi le fait qu'on n'a pas encore audité, qu'on espère l'auditer l'année prochaine, et qu'on préfère pas présenter des solutions comme hyper solides qu'on ne les a pas auditées. Il nous reste 1 minute pour d'autres questions. Okay. Merci beaucoup pour Merci à tous.